Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Les déclarations d'Emmanuel Macron sur Taïwan provoquent un tollé aux États-Unis, mais aussi en Europe, notamment en Allemagne et chez nous en France. Le président français a affirmé que la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter à un rythme américain et à une surréaction chinoise. Après ces propos, Emmanuel Macron est accusé de s'agenouiller devant la Chine. Que répondez-vous ? Je réponds que le président de la République a parfaitement raison. Parfaitement raison de réclamer l'indépendance et la souveraineté européenne comme il le fait depuis 2017. Nous n'avons pas vocation, parce que nous sommes les alliés des États-Unis, et nous sommes évidemment les alliés des États-Unis, nous partageons les mêmes valeurs, partageons beaucoup d'intérêts économiques en commun, mais ce n'est pas parce que nous sommes les alliés des États-Unis que nous devons être contre la Chine. Et nous n'avons pas à être pris à partie dans cette rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine. Nous voulons bâtir l'indépendance européenne, renforcer l'Europe. Mais là, c'est un sujet brûlant, Taïwan. On n'arrive pas à comprendre, monsieur le ministre, une telle déclaration faite dans l'avion de retour de Chine. Est-ce que le président a voulu être disruptif ? Est-ce que c'est une provocation mal calculée ? Ou est-ce que c'est pesé ou sous-pesé, comme vos mots ce matin ? Mais tout cela est pesé et sous-pesé, comme ce que je vous dis ce matin. Il n'y a pas de raison de se précipiter. Nous choisissons la voie du dialogue, c'est celle qui est portée par l'Europe. C'est celle qui a été portée lors du déplacement du président de la République en Chine. Est-ce que ce n'est pas préférable à une logique de confrontation et d'accélération de quelques conflits que ce soit ? C'est l'Europe qui pense là ou la France ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que l'Europe, qui est déjà confrontée à la guerre en Ukraine, a besoin d'un conflit supplémentaire? Est-ce que le monde a besoin d'un conflit supplémentaire? Non. Donc je le redis avec beaucoup de force, ce qu'a dit le président de la République est nécessaire. Nous devons bâtir l'indépendance européenne. Et l'indépendance, Sonia Mabrouk, c'est pas simplement l'indépendance économique, militaire, financière, c'est aussi quelque chose d'encore plus précieux. L'indépendance de penser. Être capable de penser... Ça, ce sont des grandes déclarations. Non, c'est pas des grandes déclarations. Ça n'engage à rien, monsieur le ministre. Mais si, ça engage à quelque chose, ça engage à dire... Concrètement à quoi ? Ça engage concrètement à se dire que sur les sujets économiques, sur les sujets financiers, sur les sujets géopolitiques, l'Europe doit avoir sa propre pensée stratégique. Elle est alliée des Américains, mais elle n'a pas la même pensée stratégique nécessairement que les États-Unis. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, sur les sujets qui sont les miens comme l'économie, se demandent quelles vont être les conséquences de leur Inflation Reduction Act lorsqu'ils décident de renforcer les intérêts économiques américains, de subventionner massivement leur industrie? Est-ce qu'ils se préoccupent de savoir quel impact ça va avoir sur l'Europe? Non. Mais il faut que nous apprenions, nous aussi, à penser par nous-mêmes. C'est ce que réclame le président de la République depuis 2017. Bruno Le Maire, est-ce que c'est l'Europe par nous-mêmes, c'est défendre nos propres intérêts. Est-ce que c'est la France? Est-ce que vous, ce matin, vous nous dites sur Taïwan, c'est la position de la France ou est-ce que c'est la position de l'Europe? Parce qu'à entendre bien Madame Ursula von der Leyen, elle ne pense pas du tout la même chose. Je ne sais pas, nous étions avec la présidente de la Commission européenne à Pékin. Nous avons eu un entretien conjoint entre le président de la République, la présidente de la Commission européenne et le président Xi Jinping, et il m'a semblé que c'était un message d'unité qui était très fort. Et par ailleurs, sans révéler de grands secrets, ce qui a été au cœur de ces discussions avant Taïwan, c'est l'Ukraine. Parce que le vrai sujet pour les Européens, c'est la guerre en Ukraine. Et ce que la présidente de la Commission européenne, le président de la République ont voulu faire comprendre au président Xi Jinping, c'est que ne pas respecter les frontières d'un État souverain, c'était dangereux pour l'ordre politique mondial. Et que de ce point de vue, la guerre en Ukraine n'était pas un conflit régional, mais un conflit qui concernait toutes les grandes puissances. C'est cela qui était au cœur de leurs entretiens. À vous entendre, Bruno Le Maire, ce matin sur Europe 1, l'idée étant de ne pas se laisser dévorer par les blocs américains et chinois. Et en même temps, quand le président c'est un excellent résumé. est en Chine... Nous n'avons pas à être pris entre le marteau et l'enclume, nous avons à bâtir notre propre puissance. C'est ce que vous avez dit, vous y étiez aussi, Bruno Le Maire, à Pékin, et avec Ursula von der Leyen, qui peut-être parce qu'elle vise la présidence de l'OTAN, je ne sais pas, et pour un grand rapprochement avec les États-Unis, elle est hyper offensive avec la Chine. Où est notre cohérence? Je ne crois pas, je connais bien Ursula von der Leyen depuis de nombreuses années, je pense qu'elle partage cette volonté qui est celle du président de la République, qui est celle du chancelier allemand aussi, qui est celle de beaucoup d'autres partenaires européens, de bâtir cette indépendance et cette souveraineté. Et je pense qu'il faut reconnaître que le premier chef d'État en Europe à avoir dit que la souveraineté, l'indépendance devaient être au cœur de l'ambition européenne, c'est le président de la République dans son discours de la Sorbonne de 2017. Mais c'est ce que certains vous reprochent, pas simplement, monsieur le ministre, des grands mots, c'est la défense européenne, c'est les serpents de mer en réalité. Je vous rassure, il y a des décisions nouvelles qui, je pense, marqueront l'histoire européenne. Quand nous décidons, prenez la politique industrielle.
Pour la première fois depuis des années, nous avons une politique industrielle à l'initiative de la France et de l'Allemagne. Quand nous décidons que nous voulons être plus indépendants, quand on importe ces batteries électriques pour les véhicules électriques à 85% de Chine, qui a décidé que nous bâtirions nos propres usines de production de batteries électriques? C'est le ministre de l'économie allemand et c'est votre serviteur. Mais nous voilà l'avons lancé et nous allons avoir nos propres usines de production de batteries. Vous voyez donc que ce n'est pas parce que nous sommes alliés des États-Unis que nous sommes contre la Chine et que nous ne bâtissons pas notre propre indépendance. Mais pardonnez-moi, n'y a-t-il pas une contradiction? Parce que là, ce sont des barrières, hein, évidemment, des outils de défense commerciale. Ce n'est pas des barrières, c'est simplement de l'indépendance. Sur le marché je vais parler encore plus simplement, c'est simplement avoir nos propres batteries, c'est avoir notre propre production, c'est se dire l'hydrogène vert, on va le produire chez nous, les batteries électriques, on va les produire chez nous, les panneaux solaires qu'on importe massivement de Chine, il faut qu'on les produise chez nous, les semi-conducteurs, il faut qu'on les produise chez nous. Ça s'appelle réindustrialiser la France, ça s'appelle reconquérir 30 années d'abandon de l'industrie française. Et croyez-moi, j'y travaille avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Quand même, hein, monsieur le ministre. Mais tout cela remonte à 6 ans. C'est vrai. Je ne me suis pas réveillé hier matin en me disant tiens, je rentre de Chine, tout d'un coup, il faudrait qu'on ait nos propres batteries électriques. Ça fait 4 ans qu'on a lancé les initiatives sur les batteries électriques. Ça fait 3 ans que nous nous sommes battus pour les semi-conducteurs. Et nous engageons maintenant un projet de loi sur l'industrie verte qui va nous permettre de renforcer encore ce mouvement d'indépendance industrielle nationale et européenne. Alors, dans quel contexte mondial vous partez dans les prochaines heures à Washington pour les réunions du FMI, de la Banque mondiale? Au cœur de ces rencontres, une croissance mondiale, on va dire pas folichonne, qui reste faible, en dessous de 3%. Quelles conséquences pour nous? D'abord, ne cédons pas là aussi au pessimisme ambiant. Le FMI vient de confirmer que la croissance française se maintiendrait en 2023. Son évaluation, c'est 0,7. Je rappelle que ça fait des mois qu'on nous explique qu'il y aura une récession en France, que la situation va être dramatique. Non, la croissance française est là, elle est solide. La France résiste mieux que beaucoup d'autres pays européens en matière d'inflation. Maintenant, il faut rester justement le plus solidaire possible, voir avec tous les autres pays membres du G20, membres du G7, quelles sont les bonnes stratégies économiques, d'abord pour se débarrasser de l'inflation, qui est un fléau qui pèse sur les plus modestes, qui pèse sur les plus fragiles, et nous devons avoir une stratégie collective pour faire baisser l'inflation. Je maintiens notre perspective qui est de la faire baisser en 2023. Regardez ensuite comment renforcer notre croissance, et puis troisième sujet qui sera abordé, comment ne pas abandonner les pays qui sont en développement, les pays qui sont les plus fragiles, les pays qui sont les plus touchés par les conséquences de ces difficultés économiques pour qu'on n'en ayons pas demain à en subir des conséquences. Sur l'inflation, avant d'entrer dans les détails en France, le pic justement en août 2022, vous dites qu'on est au pic. En janvier 2023, Elisabeth Borne parle d'un pic. Le gouverneur de la Banque de France parle d'un pic en mars. En fait, c'est plus un pic, c'est une arlésienne. Je répète, je pense depuis septembre-octobre 2022, 2 choses. La croissance française se maintiendra en 2023, dont acte, et l'inflation devrait commencer à refluer mi-2023. Je maintiens ces prévisions. Les prix alimentaires, Bruno Le Maire, progressent. Avant de voir la courbe s'inverser, il faudra encore du temps et surtout que ce soit répercuté. Vous avez adressé un courrier en ce sens aux industriels de l'alimentation. Est-ce que votre inquiétude, c'est que ces baisses, quand elles seront concrètes, ne soient pas répercutées et justement prégnantes et concrètes pour les consommateurs ? Ça. J'ai du mal à comprendre que les répercussions à la hausse soient immédiates et les répercussions à la baisse prennent plus de temps. Je trouve ça inacceptable et révoltant pour le consommateur. Et je sais à quel point c'est difficile aujourd'hui pour des millions de nos compatriotes de se nourrir correctement, de nourrir sa famille correctement. Je sais à quel point dans toutes les grandes surfaces, dans toutes les GMS, on me dit que les consommateurs font de plus en plus attention. Chacun regarde les prix, chacun remplit moins son caddie. Donc moins longtemps cette situation durera, mieux ce sera pour tout le monde. Et donc j'ai adressé un courrier à tous les grands industriels, ça ne concernera pas les petites PME, mais à tous les grands industriels, en disant écoutez, moi je suis les cours du blé, ils ont été divisés quasiment par 2 en quelques mois. Je suis les cours de l'énergie, ils ont baissé. Je suis les cours du fret maritime, ils ont également baissé. Donc nous souhaitons que ces baisses sur les prix de gros, sur les prix de transport, se répercutent le plus vite possible avant l'été, dans les prix alimentaires, avant l'été. Donc j'ai adressé cette lettre aux grands industriels pour qu'ils rouvrent les négociations commerciales avec les distributeurs et que les prix puissent baisser le plus rapidement possible. Il y a une part, pour le dire, d'opportunisme de la part de ces grands industriels ? Je ne vais pas commencer à juger. Ça vous met en colère, vous êtes choqués. D'ailleurs, oui, surtout ceux qui font leurs courses sont choqués de voir cette distorsion. Ce qui me choque, c'est les difficultés que peuvent rencontrer nos compatriotes. Nous les protégeons avec le président de la République contre l'inflation depuis maintenant 2 ans.
Nous avons mis en place un bouclier énergie. Nous avons mis en place une indemnité carburant transport. Nous faisons le maximum de ce que l'État peut faire pour amortir le choc. Et d'ailleurs, les résultats sont là. Nous avons, je le redis, un des taux d'inflation les plus faibles de la zone euro. Mais il faut que chacun joue le jeu, notamment les grands industriels. Et donc, sinon, on prendra toutes les mesures qui peuvent être à la disposition du ministre de l'économie pour garantir ce qu'on... Mais c'est pas le bâton, c'est simplement la justice. Notre pays a besoin de justice. Et la justice face à l'inflation, c'est que l'État fasse son travail, il le fait, que les pouvoirs publics fassent leur travail, ils le font, mais que les grands industriels le fassent aussi. Dans ce contexte général, Bruno Le Maire, on cherche des économies partout. Une lettre en ce sens va être envoyée par Elisabeth Borne au ministère. Alors l'idée, c'est de dégager plusieurs milliards d'économies pour le budget 2024. Vous en parlez déjà depuis longtemps. C'est une foire aux idées? Chacun va y aller de sa proposition? Vous avez compris que la seule stratégie qui vaille pour moi en matière économique et financière, ce sont des stratégies de long terme. Je le fais pour la réindustrialisation du pays. Et depuis maintenant plusieurs années, nous avons engagé cette réindustrialisation, baissé les impôts de production, mis en place de nouvelles filières comme les batteries électriques. Les résultats sont là. On crée des emplois industriels, on ouvre plus d'usines qu'on enferme. Même chose pour le rétablissement des finances publiques. C'est pas la foire aux idées. Ça fait 1 an que j'y travaille. Je crois que c'est à votre micro que j'avais dit que nous étions à l'euro près. Je l'ai dit il y a maintenant quasiment 1 an. Et depuis 1 an, qu'est-ce que nous faisons avec Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics? Nous travaillons tous les jours pour chercher les économies, trouver une méthode, envoyer des lettres de cadrage au ministre sous l'autorité de la Première ministre Elisabeth Borne, préparer des assises des finances publiques, mobiliser tous les moyens avec un objectif. Mais pour quel résultat? Mais pour un résultat qui a déjà été affiché, retourner sous les 3% de déficit public en 2027. J'aurai l'occasion d'ici la fin du mois d'avril de présenter ce qu'on appelle le programme de stabilité. C'est ce que nous prévoyons comme trajectoire des finances publiques d'ici 2027. Je peux vous dire ce matin que ce sera une trajectoire ferme, résolue et crédible. Il faudra en trouver des économies, vu que ça fond comme neige au soleil pour la réforme des retraites. La semaine est décisive, comme on dit, avec la décision du Conseil constitutionnel. Bruno Le Maire, quelle serait la pire des décisions pour le gouvernement? Mais un ministre n'a pas à juger une décision du Conseil constitutionnel, ni avant, ni après. Vous la surveillez comme le lait sur le feu. Je la surveille, oui, c'est normal, nous attendons cette décision, mais le Conseil constitutionnel prend ses décisions de manière libre et indépendante. D'ailleurs, une décision dont on ne parle pas assez par rapport à la constitutionnalité du texte, c'est le RIP, c'est le référendum d'initiative partagée. Ce serait, dit-on, un poison lent si le Conseil constitutionnel le valide. Nous verrons quelle sera la décision du Conseil constitutionnel. Le vrai problème réside-t-il dans cette réforme des retraites ou, comme le disent les opposants à Emmanuel Macron, dans sa manière de gouverner? Mais je trouve là aussi qu'on fait de très mauvais procès au président de la République. Il n'y a pas de crise démocratique, pas de crise politique, tout va bien. Non, il n'y a pas de crise démocratique. Rien, tout va bien. Il y a une crise des démocraties. Là, vous noyez le poisson. Non, je ne noie pas le poisson. Je vous dis ce que je pense, Sonia Mabrouk. Je trouve que cette expression crise démocratique en France est inappropriée et qu'elle ne voit pas le vrai sujet comme souvent. Le vrai sujet, c'est que partout dans le monde, dans les démocraties libérales, effectivement, il y a une crise des démocraties, il y a une crise de la représentation. Il n'y a pas de spécificité, de singularité en France, avec tout ce qui se passe, avec parfois les violences, les tensions. La France a toutes ces singularités. Je dis simplement qu'aujourd'hui, le grand débat, celui qui nous concerne tous, c'est l'opposition entre des régimes autoritaires, comme la Chine par exemple, comme la Russie, et d'autres régimes qui sont les démocraties, qui traversent des crises de représentation. Parce qu'aujourd'hui, le peuple français, comme beaucoup d'autres peuples démocratiques, dit déléguer son pouvoir, que ce soit à des représentants, des députés, à des sénateurs, à un président de la République, une fois pour toutes, ça ne nous convient plus. Nous voulons pouvoir intervenir davantage dans le débat public. Déléguer son pouvoir peut-être à d'autres institutions européennes. C'est ce qui fait la crise des démocraties partout à travers la planète. Mais prenons, je pense, le sujet au bon niveau, ça nous permettra d'apporter les bonnes réponses. Il fallait le prendre avant, alors peut-être un peu trop tard là, sur la réforme des retraites. Qui a proposé un grand débat? C'est le président de la République. Qui a proposé qu'il y ait un Conseil national de la refondation? C'est le président de la République. Qui a ouvert, qui a ouvert la concertation sur les retraites depuis maintenant plusieurs mois? Je vais vous citer un soutien. J'adore les reproches qu'on nous fait. On nous dit vous n'avez pas assez concerté, vous n'avez pas assez dialogué. Mais ça fait depuis le lendemain des élections présidentielles que sur cette réforme des retraites, nous avons ouvert le dialogue avec les syndicats, avec nos compatriotes. Nous avons donné plus de temps que ce qui était prévu. Nous avons ramené l'âge légal, 65 ans, proposition du président de la République. Tout va bien, on se demande pourquoi le pays est une partie du pays. Je ne dis pas que tout va bien. Je mesure parfaitement les inquiétudes et les angoisses de nos compatriotes sur la rémunération du travail, sur les difficultés au travail, sur la manière dont on redonne du sens à sa carrière professionnelle. Mais pour autant,
qu'on ne nous fasse pas des reproches infondés sur le manque de concertation, de dialogue, alors que cela fait 1 an que nous dialoguons et que nous cherchons la voie de la concertation. Je vais vous citer en conclusion un soutien inattendu en la personne de Françoise Hardy, pour qui une réforme des retraites est nécessaire vu les réalités économiques. Je vous vois sourire. C'est précieux un tel soutien. Non, mais j'ai lu les propos de Françoise Hardy. Je ne peux pas dire mieux. Elle a raison de rappeler que quand on a un pays où il y a beaucoup de dettes, où il y a un régime social qui est très généreux, un régime de retraite par répartition, la responsabilité politique, aussi difficile soit-elle, c'est de garantir les équilibres financiers de ce régime social. C'est ce que nous essayons de faire avec le président de la République et la Première ministre. Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.